Les dernières évolutions de la situation politico-militaire au Burkina portent à croire que la page Paul-Henri Sandaogo Damiba est refermée. Nous avons trois invités pour parler de la situation politique au Burkina. Et sur ce plateau, je reçois Bouraïma Ouedraogo. Il est journaliste, il est le président de la Société des éditeurs privés. CEP, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Vanessa, bonsoir mesdames, messieurs. Je dis également bonsoir à Albert Nagréougo, qui est également journaliste. Il est le directeur de publication de Libre Info. Bonsoir Vanessa et bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous accueillons également sur ce plateau Aruna Louré, ancien député à l'ALT. Il est également le président du mouvement Les Revoltés. Bonsoir. Bonsoir Madame Diasso, bonsoir aux téléspectateurs. Le décor est donc campé, chers téléspectateurs. Place au débat. La toute première question, elle est pour Bouraïma Ouedraogo. Un autre coup d'État dans un coup d'État ou encore rectification de la restauration. Certains même vont plus loin, ils évoquent une trahison. Vous, comment est-ce que vous qualifiez la situation actuelle? Permettez-moi d'abord de renouveler ma compassion et ma solidarité à toutes les victimes de cette situation déplorable que nous avons vécue. À tous aux blessés, nous souhaitons prompt rétablissement et paix aux âmes des disparus. Je voudrais noter effectivement que ce qui est arrivé, effectivement, moi je pense, en fait, l'aboutissement logique, qu'elle soit une trahison, c'est une trahison d'une trahison. Parce qu'effectivement, ce qui est arrivé est l'aboutissement logique, effectivement, des graves dérives de la transition sous la conduite du lieutenant-colonel Damiba, qui a pris un coup d'État qui a fait un coup d'État sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme et qui progressivement semble avoir relégué cette lutte contre le terrorisme au second plan au profit d'aventures politiques et politiciennes qui plongeaient le pays chaque jour un peu plus dans les abîmes et nous mettaient tous en danger. Plusieurs fois, et même si ce plateau, on a déjà attiré l'attention effectivement si les dérives effectivement qu'encourait le Burkina Faso avec la gouvernance d'Amiba, avec cette dérive de cette transition politicienne au lieu d'une transition purement, en tout cas devant servir à libérer le pays des terroristes et nous permettre de répartir à un ordre constitutionnel normal. Ce qui est arrivé également aussi, c'est l'aboutissement logique des coups d'État. Vous savez, quand il y a un coup d'État dans un pays, le premier risque qu'il y ait, c'est un autre coup d'État. C'est malheureusement salarial. C'est pourquoi d'ailleurs nous pensons effectivement et nous prions pour que ce coup d'État soit le dernier. Et pour qu'il soit le dernier, nous devons nous donner les moyens en tant que Burkinabés de faire en sorte effectivement que les militaires puissent rapidement rejoindre le front. Tous les militaires sans exception puissent rejoindre rapidement le front et permettre effectivement aux acteurs qui doivent gérer les affaires politiques de les gérer. Sinon effectivement quand on fait l'amalgame politique armé, on rentre dans un cycle infernal de la violence et de remise en cause perpétuelle de l'ordre constitutionnel normal. Alors vous l'avez signalé, ce recadrage, vous l'avez évoqué au cours de ce plateau, mais est-ce que vous l'entrevoyez de cette manière? J'avais toujours dit qu'il était possible qu'effectivement le président Damiba recadre la transition. Et c'était d'ailleurs c'était la meilleure solution pour le Burkina Faso. Qu'effectivement, sous la direction du président Damiba, on puisse trouver effectivement les ressources nécessaires pour reconnaître qu'on allait tout droit dans le mur et qu'il était nécessaire de quitter les aventures politiques pour revenir aux premières ambitions de la transition, à savoir libérer le pays et organiser le retour à l'ordre constitutionnel normal. Mais pour l'heure, rien n'indique qu'on est dans cette directive. Je crois que les premiers mots qu'on a écoutés, ces deux interviews, que ce soit ceux des confrères de la place ou à l'international, montre effectivement quelqu'un qui semble avoir la lucidité mieux que son prédécesseur. J'ai dit qu'il semble. Et en tous les cas, on jugera sur pièce. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est valable aussi pour le capitaine Traoré. Parce que quand on va abandonner la lutte contre le terrorisme pour des aventures politiques, il faut être sûr effectivement que ça ne va pas prospérer. Parce qu'aujourd'hui, et c'est peut-être aussi l'occasion pour tous ceux qui ont perdu le pouvoir à un moment donné, qui pensent qu'il n'y a pas d'autre vie en dehors du pouvoir, de comprendre pour une fois qu'ils ont perdu, ils ont perdu. Et que le Burkina Faso doit être au-dessus de tout un chacun d'entre nous, quelles que soient les positions qu'on a occupées par le passé. Et que l'échec en fait du lieutenant-colonel Damiba, c'est l'échec du clan ancien qu'il tentait de restaurer.
c'est l'échec en fait qu'on a tenté de restaurer en 2015 avec le coup d'État de Gilbert Kingeri qui n'a pas prospéré, qui a été perpétué, qui a été reporté avec le lieutenant-colonel Damiba, qui a échoué encore. Si les gens ont encore une once de lucidité et de patriotisme, d'amour pour ce pays, ils doivent arrêter et de penser effectivement qu'après le pouvoir, il y a toute une vie. Et que le Burkina Faso ne se limite pas à leur petite personne. Qu'il faut aller au-delà et faire en sorte effectivement que nous saisissons la parenthèse fermée de Damiba pour retrouver notre lucidité collective. Pour dire que le Burkina Faso, nous vivrons mieux au Burkina Faso quand chacun comprendra que chaque Burkinabé est important et qu'il faut faire en sorte que ce que nous avons perdu ne soit pas l'occasion, effectivement, en tout cas le prétexte pour mettre le pays sens dessus. Alors, Albert Nagré-Hugo, est-ce que vous pensez que ces événements étaient prévisibles? Évidemment, parce qu'on a toujours dit qu'il fallait craindre un deuxième putsch. Et ça, même depuis le 24 janvier, parce que quand ça arrive, naturellement, il y a des clivages au niveau de l'armée. Et après, on a compris qu'il y avait des questions de promotion aussi. Les gens ont qualifié tout de suite le pouvoir des lieutenants-colonels. Après, on a vu que le président Damiba a tenté de rattraper les choses en nommant des colonels-majors, en nommant des colonels à d'autres postes également. C'est un peu pour rattraper la chose. Mais au début, on vous dirait qu'à part la 7e promotion de Paul-Henri Damiba, tous ceux qui viennent en bas, 6e, 5e également, on disait que c'est eux, le cancer de l'armée burkinabé, si vous me permettez ainsi. Donc, il fallait s'attendre qu'il y ait des clivages, et ces clivages également peuvent avoir des répercussions jusqu'à ce qu'il y ait un renversement du régime. Et même aujourd'hui, ce qui s'est passé encore, il faut se dire que ce n'est pas une action qui va rendre beaucoup plus, qui va unir davantage l'armée, mais on sort d'une situation où des gens vont perdre des plumes, on sort d'une situation également où des courants vont se développer davantage. Et ça, il y a au moins deux fronts qui s'ouvrent. Il y a le front de la lutte contre le terrorisme, mais il y a le front également de rassembler les différents corps de l'armée burkinabé, travailler à avoir une cohésion au niveau de l'armée burkinabé. C'est évident, c'est pas aujourd'hui ça a commencé, c'est depuis des années que cette bagarre-là existe pour X raisons, pour des raisons politiques, pour des raisons également d'avancement ou pour des raisons qu'on connaît purement économiques. Bon, voilà. Donc, c'était pas étonnant. Ça, c'est du point de vue militaire. Ensuite, vous avez entendu des organisations de la société civile dire ici que Paul-Henri Damiba a échappé 2 fois à des coups d'État, même si ce n'est pas les hommes habilités à le dire. On ne sait pas dans quel coup c'est eux qui avaient les informations et qui le disent. Et dans un État normal, ils font ces déclarations, ils ne sont pas inquiétés. Et la justice aussi n'ouvre pas d'enquête pour dire effectivement, il y a des militaires qui ont tenté des coups d'État, donc on les met aux arrêts où on va les entendre. Alors que sous le régime Kabore, on a vu des gens ici qui ont été interpellés juste sur la base des soupçons ou des suspicions et qui sont passés à la maca. Donc tout ça, on ne sait pas si ça rentrait dans le cadre de la manipulation ou de la désinformation. L'autre chose, c'est que Brema a déjà évoqué quelque chose, la restauration de l'ancien régime. Il y a beaucoup de faits qui ont fait que le président, à l'époque, Paul Damiba, était devenu très impopulaire. Et ça, par exemple, le retour forcé de Blaise Compaoré a affaibli sa cote de popularité, c'était évident. On a vu Djibril Bassolé au Tchad également officiellement, sans être inquiété, alors qu'il allait en France officiellement pour se soigner et qu'il y avait un délai pour revenir au pays. Il ne pouvait pas y aller s'il n'avait pas la bénédiction de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui. En plus de cela, vous allez voir, il y a les sorties, il y a un problème de communication également qui ne passe pas. Quand on voit Paul-Henri Damiba à New York qui dit que l'affaire de Inata, tout le monde est responsable, ou du moins c'est très dangereux dans une situation, dans un drame où les gens cherchent à comprendre davantage, on vient dire de façon lapidaire, tout le monde est responsable. Il y a beaucoup de faits... Surtout que le dossier est toujours en justice. Oui, il y a beaucoup de faits qui ont contribué à baisser sa cote de popularité. Et quand dans une telle situation, vous n'avez pas le peuple derrière vous, c'est difficile d'avancer parce que vous avez beau être un bon soldat, un bon militaire, que vous n'avez pas la confiance de votre peuple. C'est difficile, surtout dans ce contexte où vous appelez les uns et les autres à s'unir et qu'on doit faire front ensemble pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Donc, ce n'est pas du tout surprenant. Et il a même commencé aussi à... Il semble que lui-même ne devrait pas l'être si on écoute l'interview accordée par le capitaine Ibrahim Traoré sur la VOA récemment, qui indiquait qu'il y avait des frustrations qu'il a tenté de contenir, mais finalement, ça a dû dégénérer. Oui, il y a eu des frustrations et même dans le groupe qui a fait le coup d'État le 24 janvier, il y a eu des nominations d'officiers supérieurs qui n'ont pas du tout satisfait ces jeunes officiers qui avaient fait le coup d'État le 24 janvier et c'était à la première heure. Et je pense qu'ils ont interpellé le président Paul-Henri Damiba à l'époque pour lui dire qu'ils ne sont pas contents parce que ces jeunes estimaient qu'en venant faire le coup d'État le 24 janvier, il y a eu des officiers supérieurs qui ont constitué des obstacles pour eux et subitement ils se sont retrouvés au premier rang de Paul
Paul-Henri Damiba, et c'est eux qui dictaient leurs ordres, qui faisaient également ce qu'ils voulaient. Mais à ça aussi, il faut ajouter le fait qu'il y a eu un mauvais départ aussi avec Paul-Henri Damiba, avec cette affaire de Conseil constitutionnel où il allait prêter serment. Vous l'avez vu comment le tollé a été. Ensuite, investiture, on s'est posé la question, mais pourquoi venir au pouvoir par des armes et puis chercher à maquiller son pouvoir des accessoires juridiques ou démocratiques. Mais après aussi, il y a eu la vie des institutions, beaucoup d'institutions paralysées aujourd'hui. Regardez par exemple le Conseil constitutionnel, regardez le Conseil supérieur de la communication, regardez la liberté d'expression, comment elle a pris un coup énorme en 8 mois sous la présidence de Paul-Henri Damiba, parce que vous vous souviendrez également de ces loubards qui se promenaient pour bastonner des gens, mais sans être inquiétés. Vous entendez, il n'y avait que des choses négatives. Oui, évidemment, il y a beaucoup plus de choses négatives que positives. Moi, du point de vue positif, ce que je peux apprécier, c'est quoi? C'est le fait d'avoir pu éviter le Burkina Faso les sanctions au niveau international. Ça, c'est déjà quelque chose à saluer. C'est le fait également d'avoir pris en compte certains aspects qui est la réorganisation de l'armée burkinabé en essayant de dissoudre certains corps ou déployer certains corps en province et pour rapprocher davantage ces unités-là aux populations. Et la création du COTN, ça, c'était pas mauvais. Maintenant, les nominations qui ont suivi, ça peut poser problème. Donc, il y a eu beaucoup plus de trucs que de satisfaction. Et même son dernier voyage à New York, c'est un point suffisamment grave qui peut justifier, par exemple, ce putsch, parce qu'on peut dire, écoutez, vous êtes en train de quitter maintenant le combat, le terrain, pour les salons feutrés. Parce qu'il y a un président qui arrive par les armes, qui se donne on va dire des trucs diplomatiques, c'est pour aller au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire. On enchaîne avec un voyage à New York, et puis après, on prépare un voyage en Arabie Saoudite. Ça peut susciter énormément de frustration pour ceux qui ont porté un idéal, qui avaient un idéal et qui t'ont porté aux affaires. Et donc, il faut accepter. Il ne faudrait pas être étonné aujourd'hui. Je pense que les ingrédients étaient réunis pour qu'une telle situation arrive. Maintenant, est-ce que c'est opportun ou pas? Ça peut être un autre débat. Absolument. Nous allons revenir sur l'opportunité. Harouna Louré, nous avons vu ce matin parmi les manifestants. Pourquoi cette sortie? Merci bien pour l'opportunité que vous nous donnez de revenir sur certains événements. Ils l'ont si bien dit. Je pense que la gestion du pouvoir d'État a ses règles. Ce n'est pas parce qu'on est président qu'on peut tout se permettre. C'est pour cela qu'il y a des institutions pour baliser les choses. Je me rappelle, il y a environ 1 mois de cela, vous me recevez ici pour parler du bilan que je faisais de la transition en disant si nous continuons dans ça, ça ne va pas prospérer. Parce qu'ils l'ont si bien dépeint. Il y a de ces situations qui font qu'on ne peut pas prospérer. Et aujourd'hui, nous étions dans les rues parce que nous avons tous cru le 24 janvier que nous aurons pu changer les choses. Nous l'avons cru, aussi bien tacitement ou activement, mais à l'arrivée, nous nous rendons compte que la situation n'est pas ce que nous aurons espéré. Parce que cela est palpable, surtout le dernier voyage à New York. Il y a de ces choses que, quand on est chef d'État, on doit s'épargner de le faire. Et quand on ne respecte pas ces codes d'une manière ou d'une autre, et je vais accuser nous civils encore, c'est parce que nous ne sommes pas assez courageux. Sinon, nous n'avions pas besoin aujourd'hui d'attendre qu'un jeune capitaine vienne faire un autre coup d'État pour que nous puissions acclamer de nouveau, parce que nous avons vu les expériences. Nous aurons pu nous assumer d'une autre manière. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est de notre histoire. Alors, beaucoup de Burkinabés se sont un peu offusqués sur le fait que vous déploriez, mais vous y étiez toujours. Oui, ça, c'est à l'interprétation de tout un chacun. Au moins, on peut y être, traduire ce qu'on pense, en espérant pouvoir changer les choses. Et comme je le dis souvent... La démission est également un mode d'expression de désaccord, tout à fait. De mécontentement. Peut-être que j'aurais été dans l'exécutif, que cela aurait eu plus d'impact. J'ai tendance à dire, dans un régime classique, on a l'opposition, on a la majorité. Et je ne suis pas allé à l'ALT sous la bannière d'Amiba. Je suis allé à l'ALT sous la bannière du mouvement Les Révoltés. Donc, démissionner, c'était une possibilité. On peut épiloguer longtemps là-dessus, chacun disant ce qu'il veut. Mais je pense qu'il y a quelque chose de clair qui manque à notre génération. C'est avoir la modestie de vouloir apprendre certaines choses. Nous n'avons pas cette modestie de vouloir apprendre le fonctionnement de nos institutions, le fonctionnement de l'appareil étatique. Mais nous pensons que si on nous met du jour au lendemain, nous serons gérés. Donc, aujourd'hui, je me retrouve dans une position où je dis le plus important, c'est d'avoir la conviction de ses propres, d'être fidèle à soi-même. Parce que peu importe, si j'avais démissionné, certains diraient que c'était de la lâcheté. Je suis allé, à peine j'ai quitté, j'aurais pu changer mieux de l'intérieur. Donc ça fait que c'est un débat, on peut épiloguer là-dessus toute la soirée sans pouvoir trancher vraiment. Mais je pense que de là où j'étais, c'était la meilleure des décisions. Rester, essayer d'impacter, essayer d'avoir cette voix dissonante. Parce que quoi qu'on dise, quand je parlais, on disait que c'est un député de l'ALT qui a dit.
Donc ça avait un plus à apporter au-delà d'être le médecin anesthésiste réanimateur. Alors, nous allons revenir à vous pour d'autres questions. Bouraïma Ouedraogo, le capitaine Ibrahim Traoré, un jeune capitaine qui depuis ces dernières 48 heures a parlé. Il a parlé sur des médias internationaux, sur des médias nationaux. Il vous inspire quoi? Je voudrais quand même avant... du discours qu'il prononce, est-ce qu'il vous inspire confiance? Moi, je dirais que c'est déjà trop tôt pour apprécier. Je ne le connaissais pas avant vendredi 30 septembre. Je l'ai écouté... Un atout ou non? C'est à la fois un atout, mais aussi un inconvénient. Un atout parce qu'effectivement, il est dans son milieu. 78% de la population burkinabé a moins de 35 ans. Donc, en fait, il fait partie de cette majorité de Burkinabés, effectivement, qui aspirent effectivement à changer les choses, à ce que effectivement leur pays soit mieux vivant pour eux. Parce que quand vous regardez, si 20 millions, c'est à 78% qui ont moins de 34 ans, donc c'est le plus représentatif. Donc de ce côté-là, il a la représentativité avec lui. Deuxième chose, c'est que s'il a pu effectivement bousculer notre armée, faire tomber effectivement le lieutenant-colonel Damiba, c'est que dans son milieu militaire, effectivement, il a quand même une certaine légitimité. Pourquoi lui et pas d'autres? Maintenant, une chose est effectivement d'être jeune, d'avoir de la légitimité auprès des siens, mais l'État c'est autre chose. L'État, il faut tenir compte de vos humeurs à vous, de moi, de mes aspirations, de lui, ses aspirations, et de tout ce que nous constituons comme différents à l'intérieur de ce pays, et qu'on a l'obligation de faire ensemble, de faire en sorte qu'on vive ensemble et en paix. C'est là toute la question. Est-ce que il a son expérience personnelle? Est-ce qu'il a la capacité aujourd'hui, en tant que jeune, d'avoir des hommes et des femmes qui l'entourent, qui lui permettent d'assumer une telle charge? C'est là toute la réflexion. Mais ça, c'est pas parce qu'il est jeune que ça pose un problème. Ça posait problème. Damiba avait 41 ans, mais le même problème s'est posé avec Damiba. Quand on regarde ce qu'il avait comme entourage, ça pose problème. Quand on regarde la façon, jamais, il a 41 ans, mais jamais on a vu au palais présidentiel autant de frasques qu'avec Damiba. Quand vous écoutez aujourd'hui ce que les gens retiennent de Damiba, c'est ce discours, je ne sais comment qualifier ça. Ce que vous retenez de Damiba, c'est d'avoir fait venir Blaise Compaoré contre toute logique. C'est-à-dire, je ne parle même pas judiciaire, contre toute logique. On ne peut pas comprendre ça. Donc, pour moi aujourd'hui, si on veut recadrer les choses, il va falloir que nous nous assumons. Et nous faisons en sorte effectivement que les militaires, ceux qui sont arrivés aujourd'hui, comprennent effectivement que le plus important, c'est pas... faut que les Burkinabés arrêtent de sous-traiter leurs aspirations. Nous devons assumer entièrement nos responsabilités. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui sont suffisamment plus intègres que les autres, qui ont une certaine capacité. Donc, Damiba nous a apporté la preuve que l'armée, parangon de la vertu, l'armée compétente, l'armée, tout ça, c'est des préjugés, pas forcément, c'est des préjugés. Et dans la pratique, autant on a des incompétents au sein de l'armée, autant on a des incompétents au sein des civils, autant on a des compétences au niveau des civils, autant on en a dans notre armée. Donc il faut qu'on fasse attention. Et aujourd'hui, le plus urgent, c'est de veiller effectivement à ce que ces jeunes-là reçoivent l'encadrement et la mobilisation nécessaires pour ne pas dévier de la trajectoire qui est la trajectoire que les Burkinabés attendent. À savoir, dans un premier temps, créer toutes les conditions pour libérer notre pays, faire en sorte effectivement qu'on puisse alimenter, ou en tout cas approvisionner les différentes régions en vivres, pour que les Burkinabés ne continuent pas à manger des feuilles, des herbes pour pouvoir survivre. C'est là toute la réflexion aujourd'hui. Et il ne faut pas déjà les abandonner en disant que non, on a eu un nouveau président ou on a eu un nouveau chef d'État. Et là encore, il y a toute une réflexion. Les Burkinabés commencent à demander, veulent une chose et son contraire. Déjà aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? Pour moi, en fait, l'urgence, c'est comment faire en sorte effectivement qu'on arrive à la désignation des organes de la transition pour faire en sorte effectivement qu'on ne compte pas si une seule personne. Le pays est trop lourd, même un président démocratiquement élu. Pourquoi on crée d'autres institutions à côté? C'est parce que l'État est suffisamment lourd pour qu'une seule personne puisse porter la responsabilité sur ses épaules. Alors nous allons revenir justement sur ces différents points. Albert Nagréogo, est-ce que
compte tenu de cette contre-offensive qui s'opérait et les résultats auxquels nous aboutissons actuellement, cette démission de Damiba sous condition, est-ce qu'on peut considérer que le capitaine Ibrahim Traoré doit justement la position qu'il occupe actuellement, le doit à la population qui est sortie massivement lui témoigner son soutien? Évidemment, la population a énormément contribué à ça parce que elle a été décisive dans ce rapport de force. Si vous regardez les premières heures, les gens ont été beaucoup plus timides dans la journée du 30. Mais vous avez vu que progressivement, il a tenu un discours qui appelle quand il ouvre les brèches en disant que on veut nous empêcher avec des partenaires autres que nous connaissons d'habitude. Et quand il ouvre également la brèche en disant que nous, de l'idéal qu'on avait au départ, et puis on a porté Paul Damiba. Les partenaires, nous allons y revenir, c'est assez ambigu tout de même. Tout à fait. Et quand vous regardez dans la journée hier, les jeunes se sont pris aux installations je vais dire l'ambassade de France au Burkina, l'Institut français également à Bobo Dioulasso. Tout ça, ça communique. Pourquoi? Parce que c'est des éléments qui mobilisent davantage d'ailleurs. Et quand vous voyez le drapeau russe qui de plus en plus également sort, les gens ils se disent, bon voilà, donc voilà des gens sur qui on peut compter davantage. Il faut reconnaître que la jeunesse, moi j'étais ce matin devant la RTV, la télévision nationale, la primature, j'ai vu la mobilisation, j'ai vu également la détermination de certains jeunes, j'ai vu également comment ces soldats-là étaient stationnés avec des véhicules blindés, des véhicules également avec des armes lourdes et qui facilement se laissaient également les jeunes monter sur ces véhicules, faire des photos avec eux, faire des selfies avec eux. Tout ça c'est une manière de se rapprocher davantage de ces jeunes et qui parfois distribuaient des sachets d'eau et des sandwichs également à des jeunes, des enfants de rien qui viennent s'approcher des véhicules blindés comme ça et qui touchent pour la première fois et qui prennent des sachets d'eau ou des sandwichs. Il y a eu une stratégie qui est là et ils ont très vite levé le couvre-feu également. Hier, à moins de 24 heures, le couvre-feu a été levé pour donner une chance à ces jeunes-là qui veulent occuper les rues dans la soirée de le faire et pour pouvoir faire monter le mercure encore. Donc au niveau national et au niveau international, on s'est dit voici des jeunes qui sont adulés et qui sont applaudis par leur jeunesse. Donc c'est des officiers qu'il faut écouter, il faut écouter la voix de ces jeunes. Et je pense que ça allait très vite parce que dans la mi-journée déjà, des solutions ont été trouvées avec la démission. Mais que pensez-vous justement des conditions posées par Damiba pour céder le fauteuil? Ça c'est juste pour sortir il cherche une porte de sortie honorifique. C'est une manière aussi, on lâche pas le morceau comme ça. Il faut juste, sinon, quand il parle de réconciliation, de poursuivre le combat sur le terrain, de poursuivre... Mais ceux qui sont arrivés, c'est ça, c'est poursuivre le combat sur le terrain. Maintenant, la réconciliation, il est libre de continuer la réconciliation ou pas, mais en pareille circonstance, il faut trouver aussi le petit truc pour ne pas quand même sortir bredouille, c'est juste ça. Sinon, après, le capitaine Ibrahim Traoré l'applique ou pas, dans tous les cas, il n'a plus ces moyens de pression sur le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, je pense que c'était vraiment des choses pour trouver une porte de sortie honorable. Maintenant, on peut se poser la question, la chance pour lui de réussir, c'est mitigé aujourd'hui. Il faut savoir capitaliser cette liesse aujourd'hui populaire pour que, même une fois en fonction, que ce peuple-là qui a eu cette joie immédiatement puisse continuer à te supporter avec cette joie. Quand on suit ces discours, on a l'impression que c'est pas quelqu'un qui va être président de la transition, encore moins premier ministre. Donc il faut un bon attelage. Et ce bon attelage, c'est d'avoir un président peut-être civil qui a la carrure, qui a la capacité également au niveau national et international de porter le discours du peuple burkinabé et de défendre les idéaux également. Et lui, si on a l'habitude de le voir sur le terrain, à côté des autres soldats, comme ils savent le faire, c'est tant mieux. Mais il sera très rapidement confronté à une situation, c'est ce que lui disait d'ailleurs, c'est l'administration. Parce que quand on est dehors, on croit que c'est facile. Et c'est ce qui arrive généralement à des ministres ou à des présidents d'institutions qu'on prend dans le privé et puis on envoie. Vous avez tendance à aller rapidement et vous êtes tout de suite rattrapé par des procédures, des lourdeurs administratives. Et c'est des questions de textes, il faut retravailler. Et donc, je pense que ça peut être un défi. Et tenir aussi compte du contexte international aujourd'hui, parce que le contexte international va jouer beaucoup dans l'avancée. Quand je dis ça, c'est question d'acquisition de matériel militaire, c'est question également des rapports de force. Et vous avez vu depuis hier cette affaire de France-Russie également. On peut ne pas aimer la France, on peut vouloir la Russie, mais il faut trouver le bon virage pour le faire. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte au-delà de l'euphorie. Vous souhaitez revenir sur certains points? Je voudrais relever par rapport au point de la démission de... En fait, c'est à l'image de la façon dont il a géré le pays, quoi. En fait,
Ça veut dire jusqu'au bout, en fait, Damiba nous aura montré effectivement que il a été un malheureux accident de l'histoire à la tête de l'État. Il faut avoir le courage, l'honnêteté de le dire. Parce que quand on a 41 ans, qu'on prend le pouvoir et qu'on va rechercher les reliques du passé politique du Burkina Faso qu'on remet en selle, il faut être Damiba pour pouvoir le faire. Il y a des gens, à peine un an, on ne pensait même pas pouvoir les revoir encore sur la scène politique. Ils ont commencé à ressortir quelques mois au Burkina Faso, grâce à Damiba. Quand on fait venir... Et le plus grave, c'est que, en fait, jusqu'au bout, il aura montré son mépris pour la justice. En fait, pour Damiba, en fait, finalement, les institutions ne comptent pas. En fait, on arrange les choses comme on veut. Quand on dit, on négocie... Il négocie même pour qu'on ne le poursuive pas, qu'on ne poursuive pas ces hommes. Ça veut dire qu'il sait pertinemment qu'il s'est permis des choses qui étaient au-delà de ce qui est permis légalement. Et ça, c'est extrêmement, effectivement. Bon, c'est comme on dit, c'est des épouvantages. On présente pour pouvoir dire qu'on a posé des conditions. Mais de là où il est, si quelle base légale le capitaine Traoré peut lui garantir effectivement qu'il ne sera pas poursuivi? Moi, je pense que stratégiquement, ça n'aurait pas été intelligent de la part du capitaine Traoré de dire que je ne suis pas d'accord. Parce qu'à partir du moment où il pose des conditions qui ne relèvent pas de ses compétences, ce que je peux faire, je ferai. Et ce que je ne peux pas faire, je laisse les institutions gérer. Et effectivement, aujourd'hui, moi, je pense que pour l'histoire, il va falloir effectivement qu'on arrête de dire que parce qu'on a fait un coup d'État, parce qu'on a fait un arrangement, on permet aux gens de sortir dans l'impunité. Chacun doit assumer sa part de responsabilité. Et Damiba doit assumer... D'ailleurs, l'exemple. Voilà, Général Guinguéré est d'ailleurs l'exemple. Et Damiba doit assumer, aujourd'hui ou demain. Même Guinguéré, c'est 30 ans après, il a été jugé pour l'affaire Thomas Sankara, il a été, les Blaise Compaoré, 35 ans après, plus de 30 ans après l'affaire d'Abo Boukari, tôt ou tard, chacun va répondre. Ouais, le projet de putsch a eu lieu. C'est pour dire en fait que chacun doit comprendre qu'aujourd'hui, on peut faire des choses et puis sortir par des arrangements contre nature pour pouvoir sauver sa tête. Mais l'histoire retient que quand le moment viendra, vous répondrez de vos actes. C'est d'ailleurs pour ça aussi, c'est valable pour ceux qui sont arrivés aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut les encourager à rester dans le droit chemin. Pour qu'ils aient la sortie honorable qu'on attend, et avec l'honneur de l'officier qu'il est, on lui souhaite effectivement d'avoir cette sortie-là, de ne pas sortir par la fenêtre comme son prédécesseur. Alors, Aruna Louré, un mot. Rapidement sur 2 points. Effectivement, il faut qu'on comprenne qu'il n'y a pas d'impunité. Et moi, au-delà de tout ce qu'on peut dire, les différents procès qui se sont alignés, c'est un message fort. Et je pense que ce message a contribué à éviter une certaine forme de violence aujourd'hui. Parce que les uns et les autres savent qu'il n'y aura pas d'impunité. Et cela doit être marqué de fer de telle sorte que tout un chacun sache que tout ce qu'on pose au nom de l'État, on est appelé à répondre. Pour revenir un peu sur la mobilisation, il faut reconnaître que la mobilisation, au-delà de l'aspect communication, il fallait avoir des boucliers humains. Parce que ces différents corps, s'ils venaient à s'affronter au Burkina Faso, cela voudrait dire que nous perdons gravement sur la question du terrorisme. Parce que l'unité Cobra que nous voyons ici ou là, c'est ceux qui sont sur le front. C'est ceux qui ont eu un nom. Quand on dit l'unité Cobra dans certaines zones, ça résonne. Si aujourd'hui ils devaient s'affronter, je pense que cela aurait été catastrophique. Et l'appel à la mobilisation était aussi dans ce sens-là, de telle sorte que ce bouclier humain empêche que ces deux corps ne s'affrontent pas. Alors, je reviens toujours sur ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit ce 2 octobre, justement, face aux secrétaires généraux des différents ministères. Il dit... Tout est urgent, tout est prioritaire, il faut aller vite, essayer de faire en 3 mois ce qui n'a pas été fait en 8 mois. Est-ce que le fait d'aller vite peut ne pas être considéré comme un obstacle, justement? Tout dépend de la dynamique qu'on donne. En 6 mois, c'est vrai, je vais citer Thomas Sankara, mais en 6 mois, quand on écoute nos aînés, ce qui s'est passé en 6 mois au Burkina Faso sous la Révolution, c'était du jamais vu. Si un Burkinabé a pu le faire, avec peu de moyens, puisqu'il faut dire qu'à l'époque, on avait peu de ressources. Très peu de ressources, c'est vrai qu'on dirait qu'on n'avait pas autant d'habitants, mais aujourd'hui, nous pouvons aller vite et bien. Pour cela, je dis, s'il doit rester, 2 choses. Ne pas avoir peur de mourir
pour des questions de la nation et ne pas chercher à s'enrichir. Tant qu'il va épouser ça et il va se battre pour un idéal, je dirais idéal politique, une conviction, je pense que nous pouvons aller vite. Et peu importe ceux qui sont dans l'administration publique aujourd'hui, je pense que si la tête reste droite, les gens vont se mettre au pas. Et on peut enclencher beaucoup de processus pour aller vite. Et ça, vraiment, j'ai l'intime conviction que ça dépendra de leadership que celui qui va occuper le fauteuil présidentiel va imprimer. Sinon, c'est possible, je crois. Alors, l'ALT, elle a été dissoute. Est-ce que vous êtes un peu déçu? Oh, je vous dirais, je suis soulagé. Oui, parce que, quoi qu'on dise, ces 6 mois à l'ALT, pour moi, ça a été un fardeau. Parce que entre vos convictions propres, vos doutes propres, est-ce que je prends la bonne décision ou pas, et entre ceux qui critiquent, ou qui insultent surtout, sans savoir les mécanismes du fonctionnement de nos institutions, aujourd'hui, c'est pas que je suis... Mais franchement, je me sens plus reposé, et même pour rebondir, je ne pense pas, si vraiment dans ce que je ressens aujourd'hui, ça peut changer demain avec certaines choses, mais je ne pense pas encore participer à un organe de la transition, en tout cas l'état actuel de mes émotions, parce que c'était épuisant. Ça, aucun doute là-dessus. C'est peut-être pas le cas pour tous, vu que c'est également suspension des émoluments qui étaient servis. Oui, mais bon, je n'aime plus parler des émoluments parce que j'en ai fait beaucoup les frais, mais j'ai de la chance, j'ai un métier qui me permet de me prendre en charge. Donc, c'est vrai, c'est par conviction, mais c'est l'émotion de soulagement que j'ai aujourd'hui en me disant que non. Mais bon, ça peut changer demain, parce que quoi qu'on dise, les questions de la nation doivent être au-dessus de nos petites personnes. Nous devons, à chaque fois, si nous pouvons contribuer, même, je ne veux pas vous mentir, je ne veux pas dire un ouf, mais j'ai quelque part un ouf de soulagement. Je voudrais quand même réagir par rapport à ce que le docteur Louré dit. C'est vrai qu'il a dit démissionner, c'est peut-être un choix, chacun dira ce qu'il pense. Mais moi, je pense que je n'aurais pas supporté d'être dans la même assemblée que des loubards qui vont taper des gens. Ça dit, sur le plan éthique, je ne le supporterai pas. Je n'aurais pas accepté dans le contexte actuel, dans une assemblée, qu'on distribue des millions à des députés. Je me serais révolté, comme le nom de son mouvement. Je n'aurais pas accepté effectivement qu'on est dans une assemblée, comme on vienne arracher les photos de l'insurrection populaire de 2014 et que je ne dénonce pas et que je ne le dise pas publiquement. Mais c'est moi, lui c'est Laurier. Voilà. Mais j'ai dit, aujourd'hui on peut tout dire, mais moi j'aurais aimé avoir en face de moi aujourd'hui quelqu'un qui aurait pris ses responsabilités par rapport à tous ces actes qui sont de nature effectivement à remettre en cause des acquis du peuple burkinabé. Qu'un député siège dans le même parlement que moi et constitue des loubards pour aller attaquer des concitoyens. J'aurais publiquement dit effectivement que ce n'est pas faisable dans une assemblée et que nous, en tant qu'assemblée, on devrait prendre les dispositions effectivement pour que ce monsieur-là soit sanctionné ou en tout cas qu'il ne siège plus. Dernière chose, si ça, c'est que moi j'admire effectivement le fait qu'il assume ses positions, il va dans des débats parce que d'autres n'ont pas cette comment on appelle, ce cran. Mais en même temps aussi, effectivement, quand on y va, effectivement, on va affronter ceux effectivement qui pensent qu'il y avait beaucoup d'autres choses à faire effectivement qu'à rester ici. Parce que pour moi, à un moment donné, j'ai commencé à me poser véritablement des questions sur l'utilité même de cette ALT dans le contexte avec toutes les phrases qu'on vivait au niveau de l'exécutif. On a comme l'impression que parfois, l'Assemblée n'existait pas. Ah, c'est ça le problème. Et quand on est dans une Assemblée qui n'existe pas, moi je pense qu'il faut en tirer les leçons. Je réponds rapidement. Allez-y, rapidement. Non, mais je pense que le grand frère Ouedraogo certainement ne m'a pas suivi. Je disais tantôt qu'il y a un mois de cela, on me recevait sur ce plateau pour faire le point un peu. Et je le disais. Bilan des 6 mois. Le bilan des 6 mois. Et ça, je le disais. Ça, sans doute. Mais maintenant, dans votre raisonnement, le petit hic, c'est que vous vous êtes basé sur des rumeurs. Par exemple, la question qu'ils sont allés arracher. Moi, je le dis à ceux qui m'ont posé la question. Quand je suis arrivé à l'Assemblée, le premier jour, sur le mur, il n'y avait rien. Ce sont des rumeurs. Ça, sauf si vous avez des éléments de preuve, la question des millions. On a refusé d'épiloguer là-dessus, mais il est journaliste. Aujourd'hui, il peut aller au fond, essayer de comprendre est-ce que vraiment les députés ont pris 2 millions le trimestre. Était-ce vrai ou faux? C'était pas vrai. Mais on a refusé de communiquer parce que, personnellement, j'en ai fait les frais longuement.
la question de l'argent au Burkina Faso est quasiment comme une question taboue. Même si je dis demain, les députés ont pris que 100 francs, on dira 100 francs, c'est 100 francs de trop. Donc ça fait que franchement, je n'épilogue pas sur la question d'argent. Et j'en ai fait les frais juste en disant que je gagne bien ma vie. Et bon, je suis navré de ne pas vouloir répondre. Mais je suis d'accord avec lui. Certaines personnes, effectivement, auraient pu démissionner. Moi, j'ai pris l'option que ce n'était peut-être pas la meilleure des options. Et pour revenir à ce que nous sommes en train de dire, ces jeunes qui ont fait le coup d'État et que nous acclamons, ce sont les gens du MPSR. Peut-être que j'aurais eu les armes, que j'aurais fait le coup d'État. Donc, il faut peut-être que nous voyons les choses de manière holistique dans leur globalité. Ce n'est pas parce qu'on discute, pas parce qu'on essaie d'accompagner, pas parce qu'on essaie de défendre les idées, que forcément on est totalement d'accord. Mais je reste persuadé que si vous voulez changer les choses, ne restez pas dehors. Essayez d'influencer de l'intérieur du mieux que vous pouvez, jusqu'à ce que vous atteigniez vos propres limites, et là vous quittez. Mais je pense que je n'avais pas atteint mes limites. Alors on va poursuivre toujours avec les échanges en ce qui concerne la situation nationale. Albert Nagréogo, nous avons notre agenda. Je reprends des mots du nouveau président du MPSR. Nous avons notre agenda, nous avons nos partenaires vers qui nous voulons aller. C'est assez ambigu cette question de partenaires, vu que il y a des mouvements qui appellent à aller vers le partenariat russe au détriment du partenariat français. La question est-ce que ces nouvelles autorités optent également pour ce partenariat ou surfent sur cette vague de la mobilisation pro-russe? En réalité, il n'y a rien de nouveau quand on parle de nouveaux partenaires. Dans tous les cas, ces pays sont déjà des partenaires du Burkina. C'est peut-être de renégocier le partenariat en tenant compte des conditions actuelles. Parce qu'au moment où on faisait le partenariat, on ne vivait pas, par exemple, cette situation de terrorisme. Donc, du coup, il faut renégocier ce partenariat-là. Maintenant, quand on fasse un partenariat avec la France ou la Russie, tout dépend des rapports de force et qu'est-ce qu'on met dans ce partenariat. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas voir du tout la France. Déjà, si vous dites que vous allez renégocier le partenariat avec la France, quel que soit ce que la France mettra dedans, ils vous diront que c'est peine perdue, c'est déjà une bataille perdue à l'avance. Il faut peut-être aller avec les Russes parce que pour eux, la Russie a une bonne cote, la Russie est intéressante. Mais quand vous demandez également comment on arrive avec les Russes aussi, il ne faut pas voir le Mali parce que le Mali a un passé, a une histoire avec la Russie qui est totalement différent avec le Burkina Faso. S'ils arrivent à le faire avec la Russie, c'est tant mieux. Sinon, aujourd'hui, beaucoup de l'armement burkinabé, vous allez voir que c'est du matériel russe déjà qui est acheté aux frais du contribuable burkinabé. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Que des Russes viennent sur le terrain pour combattre avec les soldats burkinabés. Je pense qu'à la matière aussi, il y a déjà des instructeurs russes parfois au Burkina qui font des formations, tout. Donc, et parfois on joue sur les mots juste pour attirer la sympathie des gens. Mais dire aujourd'hui qu'on veut un partenariat avec la Russie, ça veut dire que c'est un travail titanesque. Ça peut être possible. Mais le travail titanesque, c'est quoi? Il faut verrouiller tout de suite les portes avec la France. Il faut verrouiller avec des pays de l'Union européenne. Parce que si vous avez affaire à la France, vous aurez affaire à l'Union européenne qui forme vos soldats comme le GARCI, par exemple, le groupe d'action rapide et d'intervention, qui se trouve dans le Sourou, qui se trouve également au sud-ouest, qui se trouve également dans d'autres localités du Burkina. C'est des formations appuyées par l'Union européenne, par exemple. Vous avez par exemple l'ETM au Mali, et vous en avez au Burkina également, qui apporte des experts, l'Union européenne également, qui vous accompagne dans la logistique et puis dans l'installation de certaines bases en termes de matériel. Il y a le PNUD, la Banque mondiale, tout ça. Bon, bref. Mais c'est pour dire que si vous avez un problème officiellement avec la France aujourd'hui, vous en aurez avec toute cette chaîne-là. Donc, c'est un choix. On peut choisir de dire totalement on ferme la France. On va affronter également la France avec son... Tout à fait. Maintenant, est-ce que vous avez le dos large comme le Mali pour supporter? Parce que le Mali aussi a des opportunités que le Burkina n'a pas forcément. Même pour le citoyen lambda, il te dira tout de suite que le Mali a des ouvertures avec la Guinée. À l'époque, les sanctions de la CEDEAO contre le Mali, la Guinée n'a pas caché. Elle a fait officiellement un communiqué pour dire qu'elle laisse ses ouvertures maritimes au Mali. Cette fois-ci encore contre la Guinée, le Mali n'a pas tardé. Il a fait le communiqué officiel. L'Algérie a été un atout très important pour le Mali. Si vous prenez la Mauritanie, c'était pareil. Il y en a beaucoup d'autres pays, la Russie également. Mais pourquoi se cantonner qu'à ces deux acteurs? Pourquoi ne pas aller vers d'autres acteurs? Vous voulez parler de quel pays, par exemple? Parce que c'est général. La Turquie, beaucoup voient la Turquie. Non, mais même la Turquie, ça c'est en matière d'armes. Mais sur le terrain, il y a d'autres acteurs qui font le travail plus que ces partenaires que vous parlez. Nous, on parle. Par exemple, les Américains,
vous causez avec les Français aujourd'hui, vous diront qu'ils ne sont rien au Sahel sans les Américains. Et je me souviens à l'époque, on a eu ces échanges à l'ambassade des officiels français ici, et quand Donald Trump menaçait de retirer les Américains du Sahel, mais les Français ont dit officiellement, mais c'est un gros risque parce que de tous nos partenaires au Sahel, c'est le meilleur partenaire. Et vous allez voir, Actuellement, le problème ne se pose pas avec les États-Unis. Non, c'est pour dire qu'il fournit un gros travail, plus que les Français aujourd'hui. Les Français, même au Sahel, sont généralement dépendants des Américains en termes de renseignements, en termes d'information. Mais on ne les voit pas parce qu'ils communiquent très peu, ils ne veulent pas en parler. Mais c'est un partenaire stratégique. Quand il dit, par exemple, dans son premier discours, qu'on a des gens comme, par exemple, les États-Unis, on a des gens, par exemple, comme la France, comme la Russie. Mais aujourd'hui, quand on demande qui sont les partenaires des pays comme le Burkina, tout de suite, les gens voient la France, les gens voient la Russie, on voit très peu les Américains. Mais donc, pour dire qu'il y a des partenaires qui sont posés. La Russie, c'est purement commercial. Quand je dis commercial, c'est quoi? Parce qu'on va en Russie, c'est pour aller acheter des drones, c'est pour aller acheter du matériel militaire. Mais combien de Russes, je dis Russie, Turquie, pardon, voilà. Combien de Turcs aujourd'hui sont en train de former des soldats burkinabés, sont en train de lutter en termes de renseignements pour vous fournir? Mais même quand vous prenez la Chine encore, c'est un autre problème. La Chine aussi a ses volets sur lesquels elle investit énormément en Afrique. Et quand vous regardez, la Chine est dans des grands projets de voies, des grands projets de construction de trucs, des grands projets agricoles. Mais vous allez voir très peu la Chine dans des projets militaires ou dans des domaines sécuritaires. C'est parce que chaque pays aussi dans son partenariat a des volets sur lesquels le pays est prêt à miser suffisamment. Et donc, quand on regarde aujourd'hui, les pays qui sont prêts dans la défense, c'est la Turquie, parce qu'il y a une industrie de défense qui se développe, qui est en train même de tutoyer les grandes puissances comme la Russie ou les États-Unis ou la France. Donc, cette Turquie veut exporter davantage son matériel, son expertise, son savoir-faire. Il y a la Russie qui ne se laisse pas, il y a les États-Unis, il y a la France. Bon, donc alors, voilà. Vraiment, Ouedraogo, on est dans une dynamique de réorganisation de l'ordre mondial, si je ne m'abuse, avec cette guerre ukrainienne. Est-ce que on ne doit pas aller justement au-delà de ces partenaires traditionnels qu'on connaît? Non, pour moi, la question ne se pose même pas en termes de c'est quel partenaire, parce qu'il ne faut pas quitter une tutelle. La question elle est importante, la question elle fait débat. La question fait débat parce qu'elle impose mal le problème. Mais un pays comme le Burkina, la question de savoir c'est quoi notre intérêt en tant que Burkina Faso. Et que nous devons effectivement défendre notre souveraineté. C'est sur la base de ça qu'on choisit qui peut effectivement nous aider par rapport aux différents domaines dont nous avons besoin, où nous avons besoin de la coopération d'autrui. On ne va pas quitter une tutelle pour aller sous une tutelle. Pour moi, le plus urgent, c'est de nous libérer définitivement de la tutelle. Si nous libérons de la tutelle française, et nous allons voir maintenant comment effectivement... Est-ce qu'on a la capacité de se libérer de cette tutelle? Mais je pense que nous sommes un peuple qui a déjà montré de par le passé que nous sommes capables de nous émanciper de toute tutelle possible à travers ce monde. Et que je pense aussi que nous devons être, notre génération, en tout cas la génération d'aujourd'hui, assez digne de nos parents, qui ont eu le courage à un moment donné. Déjà en 60, Maurice Yamégo a refusé qu'il y ait une base française au Burkina. Et tous les présidents qui se sont succédés ont refusé effectivement qu'il y ait une base française, une base militaire française au Burkina. Le contexte, il a changé, il a évolué. Dans le même contexte, d'autres pays avaient accepté. Ça veut dire que peut-être que le besoin y était. Mais il y avait cette volonté de montrer que le peuple voltaïque en son temps et burkinabé aujourd'hui avait la capacité de pouvoir s'autodéterminer. Sous la Révolution, on a vu effectivement que nous avons pu effectivement nous départir de la tutelle française et nous avons pu effectivement nouer des relations avec l'ex-URSS, l'Albanie, tous les pays, comme on appelle, socialistes en son temps. Aujourd'hui encore, ça veut dire nous avons la capacité, nous avons la possibilité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, si le Mali a pu le faire, nous pouvons le faire. Le Mali, mais le modèle malien, moi, effectivement, je fais partie de ceux qui disent que le modèle malien n'est pas forcément le bon. Parce qu'effectivement, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut quitter la France pour la Russie. Je suis de ceux qui pensent que même avec la France, on peut continuer à condition que la France accepte que nous sommes un État souverain et que c'est nous qui décidons de ce qui est bien ou mauvais pour nous. Et que si la France ne se satisfait pas dans cette coopération, elle peut continuer ailleurs. Donc, si cette question, je dirais, pour moi, c'est déjà trop prématuré pour effectivement
ceux qui ont fait le coup d'État du 30 septembre de commencer à poser ce genre de questions. Le plus urgent aujourd'hui, c'est de voir est-ce qu'on a la possibilité d'obtenir le matériel militaire dont on a besoin pour la lutte contre le terrorisme partout où besoin est, sans discuter effectivement des apports de coopération. Parce qu'en fait, le domaine de la diplomatie et de la coopération relève des aspects stratégiques et qui devraient... Non, attends, j'en viens. Qui devraient revenir, pour moi, à un pouvoir légitime. Et ça, effectivement, on a un pouvoir qui, dans les discussions d'aujourd'hui, en fait, doit gérer les affaires courantes jusqu'à la désignation du nouveau président de la transition, qui peut ne pas être le capitaine Traoré. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le moment de discuter partenariat? Pour moi, non. Pour moi, il y a des affaires courantes, il y a des affaires urgentes qui sont là. Essayons de gérer les urgences et les questions stratégiques. On commence à les poser à partir du moment où on a les organes de la transition. Et ensuite, même les organes de la transition devraient effectivement réserver certains aspects au président démocratiquement élu, parce que lui aura eu l'onction du peuple burkinabé pour diriger et faire des choix stratégiques pour le pays. Alors, Aruna Louré, j'aimerais bien vous entendre sur cette question de partenariat. 2 points rapidement. Pour moi, la transition ne doit pas s'embourber dans des questions. C'est vrai qu'on disait tantôt que l'ancien président Damiba avait donné ses conditions. Pour moi, c'est la crise sécuritaire et humanitaire, la question de la bonne gouvernance, retour à l'ordre constitutionnel. Tout le reste, on va s'embourber inutilement. Je pense que voilà les points les plus urgents. La question des partenariats, le mot il est simple, se débarrasser de toute tutelle. Nous avons dit tantôt, on est près de 80% à avoir moins de 45 ans. Si nous n'avons pas assez la fierté, la dignité pour défendre nos terres, qu'il faut que des gens viennent ailleurs pour défendre ces terres-là, je pense que ce n'est pas la peine. Puisque quand ils vont repartir, on serait dans les mêmes travers. Et si nous n'arrivons pas à nous organiser en interne, à avoir une certaine fierté, quelque chose à défendre, peu importe ceux qui vont venir après, nous serons toujours sur une forme de domination ou l'autre. Pour moi, il faut se débarrasser de toute tutelle. Maintenant, nous ne fabriquons pas d'armes, nous n'avons peut-être pas certains instructeurs, nous pouvons faire des coopérations dans ce sens-là. Mais la question pour qu'un tel vienne défendre, non, ce sont les terres de nos ancêtres. Et si nous n'en sommes pas capables de défendre ces terres-là, c'est que nous ne méritons même pas d'y vivre. Pour moi, la question, elle est simple. On se débarrasse de toute tutelle. Tout ce que nous n'avons pas en termes de coopération, c'est-à-dire avoir l'armement puisqu'on n'en fabrique pas, c'est de décider en âme et conscience avec qui nous allons traiter pour avoir. Si c'est demain les États-Unis qui nous offrent meilleur marché, nous irons. Si c'est la Russie, nous irons. Si c'est la France qui peut nous offrir, sans vraiment ces carcans de protocoles signés depuis des années, je ne sais quoi, il faut que nous refusions simplement ça. Mais si on se débarrasse de la tutelle, je pense que toute autre nation qui nous considère comme un pays souverain et qui veut traiter avec nous, nous devrons accepter tant que ça reste dans la souveraineté du peuple burkinabé. Alors, la situation elle est sous contrôle, comme l'ont dit les nouvelles autorités actuellement. Ce sont les concertations, certainement qu'on y va vers ces concertations pour la désignation de l'oiseau rare. Alors, Albert Nagrego, quel pourrait être le spécimen idéal? Vous me demandez de dresser déjà, c'est pas trop tôt. Non, mais le portrait robot, il faut trouver un président qui est charismatique, qui a la carrure et puis qui est décisif. Il ne faut pas ça va être un président où on va poser des problèmes et puis il arrondit les angles et puis bon, on va voir après ou allez-y me proposer quelque chose. Il faut être décisif. Le problème, il est là, on tranche tout de suite. Donc, il faut aussi éviter d'avoir un président qui est peut-être en déphasage aujourd'hui de l'évolution du monde, de l'actualité. Je vais dire, c'est pas forcément quelqu'un qui a 70, 80 ans ou 65 ans. Non, on peut trouver quelqu'un de cinquantenaire, mais qui est robuste, qui peut même descendre au front quand on a besoin de lui, à tout moment pour être aux côtés également des forces et de sécurité, être aux côtés des populations qui sont en détresse aujourd'hui, situation humanitaire, et puis savoir également tenir le discours qu'il faut au Burkinabé, le discours qu'il faut également au niveau international, et puis savoir décider, comme je dis, trancher rapidement. Fait partie de toute appartenance politique? Évidemment, il faut au niveau de l'État, je pense qu'au niveau du chef de l'État, je pense qu'il faut quelqu'un qui est loin et qui est distant des acteurs politiques. Maintenant, pour un poste de Premier ministre, ça peut s'arranger, ça peut se discuter avec quelqu'un, si c'est bien encadré du fait qu'il ne sera pas candidat aux élections à venir et qu'on pense qu'il peut faire un bon tandem avec le président, tant mieux. Mais il faut naturellement que ce soit
des hommes. La place de Ibrahim Traoré dans ce schéma-là. Non, lui, sa chose. Non, lui, il y a deux cas. Soit il quitte totalement, ou soit il prend le ministère de la Défense, mais un ministre de la Défense qui est toujours au combat, qui est toujours sur le terrain. Mais pas... Ah oui, c'est possible. Il peut naturellement prendre son ministère de la Défense, ça peut être bien taillé pour lui. Pas le COTN? Non, le COTN, il faut peut-être encore quelqu'un d'autre. Parce que lui, tout à l'heure, il parlait des lourdeurs administratives. Et quand il parle des lourdeurs administratives, il faut être à un niveau aussi où ça se décide, où on donne des ordres, où on peut tout de suite décanter les situations. Alors que le COTN, c'est pas forcément le ministre de la Défense, c'est pas forcément le CMGA, c'est pas forcément l'homme qui décide tout de suite, il gère un truc. Et qu'est-ce qui prouve également que ce COTN aussi va rester? Ça dépend. Parce que c'est des militaires, c'est des gens de terrain. Est-ce que la configuration, la création aujourd'hui du COTN répond à leurs aspirations? Est-ce qu'ils sont d'accord avec le COTN? Ça peut être une autre question aussi. Donc, ça peut rester comme ils peuvent également revoir ce COTN ou diminuer le pouvoir du COTN ou en faire autrement. Parce que là, je sais que le COTN répondait directement à la présidente, rendait compte directement au président. Si ce COTN avec un président civil, est-ce qu'ils vont rendre compte directement au président ou ils vont rendre compte directement au ministre de la Défense? Ça peut être un autre débat aussi qui est posé encore. Mais je pense qu'il va savoir garder cette sympathie qui est née tout de suite. Et un ministre de la Défense, il est très bon sur le terrain. Il peut être applaudi encore par ces jeunes-là, mais c'est départir énormément des OSC. Ça doit être le président et puis le Premier ministre. Il faut se départir totalement des OSC. Je pense que c'est possible. On n'a pas besoin des gens pour chanter les louanges. On a vu des misérables, excusez-moi du thème, sur les derniers mois de Damiba et qui n'ont pas honte du discours qu'ils tiennent. Et je me demande aujourd'hui, depuis le 30, comment ils se regardent. Comment ils se regardent à la maison. Comment est-ce qu'ils ont le courage d'aller sur les réseaux sociaux pour voir ce qu'on dit d'eux. Est-ce que leurs familles, véritablement aujourd'hui, sont fiers d'eux? Mais c'est pour ça qu'on dit, en chaque situation, il faut savoir raison garder, il faut être mesuré que de vouloir chanter les louanges, applaudir. Malheureusement, dans les mois qui viennent, on va les revoir encore faire surface avec d'autres discours. C'est dommage. Il faut se départir de ces gens-là. Je pense qu'il faut être maintenant de savoir vers qui accorder sa confiance dans ce cas. Non, mais c'est eux qui vont amener l'opinion, parce que généralement ceux qui font du bruit, c'est des tonneaux vides en fait. Mais le fait qu'ils raisonnent, mais il y a la responsabilité aussi des médias qui est là, hein, parce qu'il n'y a pas que des OSC. Il faut que les médias aussi s'assument. Il faut se dire qu'aujourd'hui, pas parce qu'on a besoin de faire des audiences ou bien parce qu'on a besoin de quelqu'un qui crie, donc on appelle n'importe qui va s'asseoir sous un arbre pour faire une conférence de presse. On lui donne la latitude de venir exposer encore des choses qui contribuent à frustrer davantage. Malheureusement, souvent, les médias, on ne mesure pas également notre impact, l'incidence qu'on a sur l'opinion, les prises de décision et même les populations de façon générale. Et du coup, vous allez voir un kidam qui vient faire une conférence de presse, ses propos sont très mal placés, ses propos sont déplacés. Et du fait que ces propos sont déplacés, oui, mais du fait que ces propos sont déplacés là, il va maintenir l'actualité, il fait l'actualité toute une semaine. On laisse l'essentiel et on passe le débat sur des futilités que quelqu'un a, des déclarations qu'il a fait sur une radio, une télé ou dans la presse écrite, et puis ça nous détourne du réel. Mais ça aussi, il faut que les médias arrivent à comprendre qu'aujourd'hui, on est dans une situation où c'est pas tout qu'on diffuse, où il ne faut pas donner la parole forcément à n'importe qui parce que n'importe qui veut parler. C'est vrai qu'on est tous pour la liberté d'expression, c'est vrai qu'on est tous pour l'argument pluriel, mais il faut savoir aussi faire le tamis, quoi. Alors je vois Bourema Ouedraogo sourit sur ce dernier point. Non, en fait, je constate en fait que Albert a omis un truc, c'est que le cirque s'est déroulé au palais de Kosiam. Le premier des clowns, excusez-moi, dans ce genre de situation, écouter le président, commencer par écouter le président du Faso. Donc, on n'est pas surpris qu'on écoute des gens qui les qualifient d'envoyés de Dieu, de tout. Il y en a qui se permettent de menacer les gens, de dire que, oui, Damiba, si Damiba échoue, c'est le Burkina Faso qui a échoué, c'est l'armée qui a échoué. Mais bon, en fait, ça dit tous les cirques étaient organisés depuis le palais de Kosiam et c'est malheureusement ce qui nous a perdu. On a perdu du temps, on a perdu 8 mois pour rien. Sinon même qu'on s'est enfoncé pendant 8 mois. Pour revenir effectivement à cette question effectivement de comment le profil effectivement du nouveau président, pour moi effectivement, il ne faut pas ostraciser les politiques. C'est très important. Parce que je ne pense pas que tous ceux qui ont été politiques au cours de notre histoire sont tous mauvais. Il y a des gens, peut-être des gens bien dedans. Et je crois qu'il y en a aussi. Il faut regarder effectivement, on définit ensemble, comme il y a effectivement des assises nationales qui vont venir, les assises nationales doivent pouvoir ensemble dresser le portrait robot
de l'homme qu'il faut au Burkina Faso pour la suite de la transition. C'est ce que moi je pense et ce que lui il pense, pour ne pas parler comme de l'autre, on prend un peu de ceci, un peu de cela pour arranger. Parce qu'en fait, la question de fond, il faut qu'on sorte des logiques où on veut imposer une vision, une façon de voir les choses, pour prendre en compte l'opinion dominante, l'opinion de la majorité. Et c'est progressivement comme ça qu'on va construire les choses. Et si le profil type même, moi je pense qu'il faut effectivement quelqu'un qui soit capable à la fois de parler aux politiques, de parler aux militaires, de parler à la société civile et de parler aux hommes et aux femmes, et qui puisse incarner une vision pour le Burkina Faso. Et ça, effectivement, ça veut dire que ça existe des Burkinabés qui restent debout et déterminés. Parce que c'est ça qui sera l'élément déterminant. Si nous pensons qu'on va trouver l'oiseau rat et puis repartir chez nous, dormir tranquille et qui va faire le boulot, on se trompe royalement. L'oiseau rat, à l'arrivée, effectivement, ce serait une grosse déception. Mais les Burkinabés doivent se rendre à l'évidence que dans le contexte de fragilité, le contexte de fragilité dans lequel nous sommes aujourd'hui, interpelle tout un chacun sur sa responsabilité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je suis d'accord avec Albert, que nous, au niveau des médias, on doit arrêter de fabriquer des faux héros. On doit arrêter de donner la parole à n'importe quel kidam qui représente personne et qui ne peut même pas tenir un discours si ce n'est menacer les autres. Des gens que nous-mêmes nous savons pertinemment que le discours qu'il tient n'est que la traduction de sa volonté de tromper pour manger. Est-ce que nous allons contribuer, nous, à être les supports pour des engagés alimentaires? Je pense qu'il faut qu'à un moment donné aussi nous prenions notre responsabilité en tant que médias. Ceux qui pensent qu'effectivement, il y a une nouvelle transition qui est là, ils vont venir comme soutien. Et pour pouvoir manger, il faut des conférences de presse. Si nous continuons à couvrir les conférences de presse, à leur tendre le micro, effectivement, on aura toujours ces gens d'individus-là vont prospérer dans notre société. Mais il va falloir qu'à un moment donné, effectivement, on dise que trop c'est trop. Et que, quand même, la règle là veut dire effectivement que quand on tend le micro à quelqu'un, c'est une personne ressource, quelqu'un qui a de l'information, c'est quelqu'un qui est capable de donner un point de vue qui fasse autorité. Malheureusement, on est passé à la rivalité avec les réseaux sociaux, au point effectivement qu'on se permet de faire comme les réseaux sociaux. Et ça, c'est dangereux pour notre presse. Ça va contribuer à détruire la qualité qui fait la fierté de la presse burkinabé à l'international. Parce que quand vous prenez au plan africain, les différents classements montraient effectivement à quel point on est une presse sérieuse. Mais si on continue comme ça, on risque d'être effectivement parmi les presses poubelles, parce qu'on permet à tout le monde de pouvoir venir tenser. Et le plus grave, c'est qu'on permet à des individus de diffamer ouvertement, d'insulter ouvertement, et de dire des choses qu'on sait soi-même que ce n'est pas vrai. Malheureusement, le problème qu'on a dans ce pays encore, c'est que certains acteurs politiques, conscients effectivement qui sont considérés comme des pourris, ont adopté une stratégie. Faire en sorte qu'on pense que tous les Burkinabés sont pourris. Que tous ceux qui s'expriment, en fait, c'est parce qu'ils ont des intérêts à défendre. Mais, bon Dieu, quel intérêt nous avons à défendre, effectivement, à mettre en péril nos propres entreprises quand on prend la parole publiquement à dénoncer certaines choses? Mais c'est ça la question de fond qu'il faut effectivement que nous fassions notre transformation aussi. Alors merci Bouraïma Ouedraogo. Je suis ravi que des journalistes posent ce problème et situent leur propre responsabilité. Parce que quoi que nous disions, c'est parce qu'on tend des micros, comme ils le disent, souvent à n'importe qui, n'importe comment, que les gens ont l'occasion de s'exprimer. Ça, je suis vraiment ravi. Par ailleurs, je souhaite juste faire une petite nuance, parce que, de mon point de vue, comme le président du MPSL a dit, on suspend les OSC, on suspend les partis politiques. Ça, c'est dans le sens de toute activité politicienne. Parce que quand je prends par exemple le CGD, c'est une organisation de la société civile, je peux en citer pas mal. Donc, évitons de faire la confusion quand on dit OSC, parce qu'il y a des organisations de la société civile responsables qui font des activités responsables. Disons, de mon point de vue également, je suis d'avis avec eux, il faut suspendre tout ce qui est activité politicienne, aussi bien que les hommes politiques mènent, que les hommes des organisations de la société civile vont mener. Parce que nous n'avons pas le temps à ce qu'on applaudisse quelqu'un. Les résultats de quelqu'un parleront. Le jour où quelqu'un fera quelque chose de magnifique et que la population sera obligée de descendre dans les rues pour soutenir la personne,
pour X ou Y raison, je pense que la personne n'aura pas besoin de le demander. Ça devrait être spontané. Comme ce matin, on a vu spontanément ceux qui sont descendus dans la rue. On ne les a pas donné 100 francs, 200 francs. Ils sont descendus parce qu'ils pensent qu'il y a le besoin qui est là. Et je suis vraiment sur ce point, je suis d'avis. Il faut que la presse joue fondamentalement, pour ne pas dire patriotiquement, son rôle de presse et qu'on puisse aller de l'avant sur cette question-là. Maintenant, pour le président, c'est difficile, il n'y a pas un chapeau magique, mais il a dit, il faut que ce soit un homme charismatique, qui a de la conviction, et moi j'ajoute 2 critères, qui n'a pas peur de mourir pour ses convictions, pour les questions de la nation, et qui ne cherche pas à s'enrichir. Parce que c'est 2 éléments qui sont primordiaux si nous ne voulons pas passer encore à des dérives. Et ensuite, on pourra tous, peut-être à un certain moment, trouver, parce que quand on pose la question, tout le monde se gratte la tête, mais personne ne voit un nom. Mais je me dis, si on supprime les partis politiques, nous pouvons aller sur la base des individualités. C'est-à-dire, puisque aujourd'hui, je pense qu'il est difficile de dire dans ce Burkina Faso qu'on va trouver des hommes qui sont venus, qui n'ont ni travaillé avec Blaise Compaoré, qui n'ont ni travaillé avec Roch Marc Christian Kabore. En fait, ça va être difficile, mais je dis, s'ils ont des compétences avérées et ils n'ont pas de problème avec la justice, qu'on aille les chercher. C'est la nation qui les appelle. Et je pense que ça ne serait pas de trop de demander à quelqu'un de venir aujourd'hui. Pour moi, c'est quasiment un sacrifice de venir dans cette situation-là et de venir travailler pour le pays. Donc, sortons des carcans politiciennes et puis pensons nation. Peut-être que nous aurons des résultats probants. Alors, la toute dernière question, je vais la poser à Albert Nagreogo. Finalement, tout est à reconstruire. Oui, c'est la grosse fête. La mise en place d'un nouveau gouvernement, tout est à recommencer. Oui. Mais avant de répondre, je voulais dire merci à Louré pour la précision. Quand on parle des OSC, je sais qu'au Burkina, quand on parle des OSC, tout de suite, on voit a priori, c'est politique. Ceux qui sont là à organiser des conférences de paix à longueur de journée, qui alimentent les colonnes ou qui sont dans les débats télé, radio, là, et chaque jour, où c'est dans les couloirs des hôtels à organiser des conférences de presse. Bref. Maintenant, vous dites que tout a recommencé. Évidemment, c'est un perpétuel recommencement parce qu'en 6 mois... Et rapidement, compte tenu de l'urgence des zones qui attendent d'être ravitaillées. Oui. Peut-être c'est ce qu'il faut faire aussi pour un nouveau président, je ne sais pas. Il faut prendre le temps. Peut-être on est dans un contexte de guerre. Est-ce qu'on a le temps? Quand je dis qu'il faut prendre le temps, on est dans un contexte de guerre. Et pour que ça marche vite, il faut peut-être gouverner par ordonnance. On peut le faire peut-être les 3 premiers mois ou les 4 premiers mois. Parce que lui, quand il demande les véhicules pick-up, en temps normal, on vous dirait que c'est des procédures. Chaque ministère pour faire venir des véhicules pick-up en panne. Et on te fait sortir une documentation. Ah oui, non, mais le point n'est pas un problème. Mais la procédure pour que ça quitte, par exemple, le ministère des Affaires étrangères ou le ministère de l'économie pour aller à la présidence, c'est une autre démarche qui peut vous prendre peut-être 2, 3 semaines, 4 semaines. Mais je crois que sur la base de gouvernance par ordonnance, ça peut aller rapidement. Et si on a déclaré la guerre, au nom de la guerre, on peut facilement, en griffe, sauter des procédures ou des trucs administratifs quelque part, parce que c'est la guerre qui commande et c'est la priorité, c'est l'urgence. Donc, on fait fi exceptionnellement de ce qui est là comme texte. Et donc, c'est pour dire que il faut peut-être donner ce temps de peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois au nouveau président avec son équipe pour qu'il puisse gouverner par ordonnance, pour qu'il puisse décider de ce qui peut aller rapidement. Et après, on peut continuer avec le système classique qu'on connaît, et tout en cherchant également qu'il y a un travail à faire. Mais on perd énormément à chaque fois. C'est déjà perdu, on ne va pas revenir là-dessus. L'urgence déjà, c'est le ravitaillement de ces zones qui attendent. Je pense que, par exemple, ce soir, j'ai écouté la secrétaire générale du ministère de l'Action humanitaire qui dit que les vivres sont là, que même à minuit, si on leur demande de faire sortir des vivres, ils ont les vivres, mais c'est comment acheminer les vivres le problème. Et ça également, je pense que si à leur niveau, ils ont les moyens de sécuriser les escortes et puis envoyer les vivres aussi, je peux comprendre. Parce que Damiba aussi, l'erreur c'était ça. Il a répété beaucoup d'erreurs du président Kaboré à l'époque. Quand on voit un convoi qui va à Djibo sans véritablement l'escorte aérienne pour superviser, et on nous apprend après que le carburant est fini, on allait pour chercher du carburant le temps de revenir, c'est exactement les mêmes erreurs qu'on vivait sous le président Roch. Regarde la mort de Yoro dans la région du Nord, les explications ont toujours été des explications confuses. Tantôt, oui, on a dit d'attendre, l'armée va vous escorter, tantôt on a dit de prendre la route, après on va vous escorter, après on vous dit non, des policiers qui sont morts, vous vous rappelez, à Barsalgo, là, en allant, sur la Foubé, vous vous rappelez comment ça s'est passé aussi? Non, on a prévu la relève n'était pas prête, les gens ont refusé. C'est les mêmes erreurs qu'il a répétées, les recettes Roch Kaboré. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il a dit dans ses interviews hier, qu'ils ont combattu cette manière de faire, d'envoyer les jeunes qui viennent de sortir en 2021 au front, qui ne savent même pas bien manipuler les armes. Donc il faut véritablement la rupture.
Et cette rupture-là, que ce soit dans la pratique de l'armée, que ce soit dans la pratique de l'administration et que ce soit également de façon générale dans tous les secteurs. Alors, je vous dis merci Albert Nagreogo, merci à Bouraïma Ouedraogo, aussi merci à Aruna Louré pour vos différents apports qui ont permis d'enrichir ce débat. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs.